Vous êtes bien sur France 24 et c'est l'heure du Journal de l'Afrique à la une ce soir. Journée électorale en Guinée, près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les législatives et les communales. Un scrutin crucial pour le retour à l'ordre constitutionnel, mais marqué par le boycott de l'opposition. Alors que l'épidémie d'Ebola progresse en RDC, le patron de l'OMS était ce week-end à Bunia, au cœur de la crise. Face à l'absence de traitement accessible à tous, les gestes barrières et la lutte contre la désinformation restent essentiels. Et puis on terminera en beauté, celle du Tchad et la réserve naturelle de Batchikele. Merveilleux site avec son oasis qui sert également de point de ravitaillement stratégique pour les nomades. On débute donc ce journal avec cette journée électorale en Guinée. Près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives et communales. Une étape importante dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel, 5 ans après le coup d'État de 2021 qui avait porté Mamadi Doumbouya au pouvoir. De leur côté, plusieurs partis politiques d'opposition avaient appelé au boycott du scrutin. Les explications avec Malik Diakité à Conakry. La journée a été particulièrement calme. Plusieurs bureaux de vote que nous avons visités dans la banlieue de Conakry ont ouvert leurs portes dès 7 heures. Dans chaque bureau de vote, 3 urnes étaient installées. Une pour la liste nationale, une pour la liste uninominale et une troisième pour les élections communales. Chaque électeur devrait donc voter à 3 reprises. Dans les centres visités, l'affluence était nettement moins importante que lors de l'élection présidentielle. Selon plusieurs observateurs rencontrés sur le terrain, cette faible mobilisation s'expliquerait par le fait que de nombreux Guinéens ne sont pas revenus de leur village après la fête de la Tabaski, tandis que d'autres se trouvent toujours à la Mecque pour le pèlerinage. L'un des principaux enjeux de ce scrutin reste le taux de participation. Ces élections sont en effet marquées par l'absence de plusieurs figures politiques majeures du pays. Le collectif des Forces vives de Guinée, qui regroupe notamment les principaux partis politiques d'opposition, dont le RPG de l'ancien président Alpha Condé et l'URDG de Cellou Dalein Diallo, avait appelé les citoyens à ne pas prendre part au scrutin. Ces formations politiques avaient été dissoutes en mars dernier par les autorités de Conakry. Au total, 147 députés et 342 conseillers communaux doivent être élus à l'issue de ces élections. Selon plusieurs observateurs, en l'absence des principaux partis d'opposition, la majorité des sièges à l'Assemblée nationale devrait revenir à la mouvance présidentielle. La RDC à présent et l'épidémie d'Ebola qui poursuit sa progression. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé s'est rendu ce week-end à Bunia, dans la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie, en soutien aux habitants et aux autorités locales. En l'absence de vaccins ou de traitement, le respect des gestes barrières et la lutte contre la désinformation sont d'autant plus cruciaux. Ethan Hadji. Dans ce centre médical de Goma, le personnel de santé déployé par le gouvernement mène une opération de sensibilisation de la population au virus Ebola. Se laver et se désinfecter régulièrement les mains, prendre sa température, porter un masque, des gestes du quotidien qui aident à contenir la propagation de la maladie infectieuse. Mais dans les zones reculées du pays, le manque de moyens et d'équipements complique la tâche des autorités sanitaires. La grande difficulté que nous avons, c'est la précarité des moyens. Les moyens sont très limités. Nous essayons de faire ce qui est possible. Nous faisons la distribution des kits de lavage des mains. Nous faisons des sensibilisations. Cette nouvelle épidémie d'Ebola suscite l'inquiétude. Sur les plus de 1000 cas suspects recensés en République démocratique du Congo, plus de 240 décès ont été rapportés. Bunia, dans la province de l'Ituri, concentre une grande partie des cas d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a rendu publiques des recommandations en matière de traitement et de possibles vaccins, mais les autorités sanitaires peinent à faire face. En raison de nombreux facteurs, le virus a circulé sans être détecté. Nous avons donc un nombre de cas bien plus élevé que les épidémies précédentes, ce qui rend les choses complexes. Non seulement il y a des déplacements de population, mais il y a également un conflit dans cette région qui rend la situation difficile. Mais je pense que la réponse que nous apportons devrait être suffisante pour contenir et arrêter l'épidémie. L'épidémie la plus meurtrière en RDC avait fait près de 2300 morts pour 3500 malades recensés. C'était entre 2018 et 2020.
À Madagascar, des magistrats qui se retrouvent dans le viseur de la justice. Le parquet d'Antananarive souhaite engager des poursuites contre 4 juges de la Haute Cour constitutionnelle accusés de complot en vue de déstabilisation. Une procédure qui intervient après que cette même cour a jugé irrecevable une requête en destitution du président malgache Michael Rantzarine. Les explications de notre correspondante Aurélie Couman. Certains juges de la Haute Cour constitutionnelle subiraient-ils des pressions? C'est une question qui circule actuellement à Madagascar, notamment sur les réseaux sociaux d'une faction du mouvement Gen Z, pourtant très critique de la Haute Cour constitutionnelle. Effectivement, 4 des 9 juges seraient susceptibles de poursuites à la demande de la procureure de la République d'Antananarive à la ministre de la Justice datant du 29 mai. Le chef d'accusation est très grave, complot en vue de déstabilisation. Ces juges auraient été favorable à la recevabilité d'une requête visant la destitution du colonel Michael Rantzarine. Cette requête avait été déposée par le député Antoine Razouerson et visait à dénoncer plusieurs violations de la Constitution et notamment des arrestations arbitraires. Et à cela, il faudrait préciser que l'Assemblée nationale avait déjà tenté de remplacer 2 de ces mêmes juges au détriment de plusieurs dispositions censées les protéger et la fin de leur mandat impératif prévu en 2028. Depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Michael Rantzarine en octobre dernier, les poursuites pour atteinte à la sûreté de l'État se multiplient. Sollicités, la Haute Cour, le parquet et le ministère de la Justice n'ont pas réagi. On revient sur ce drame qui a secoué le Kenya cette semaine. Au moins 16 étudiantes ont été tuées dans l'incendie qui a ravagé un dortoir de l'Utumishi Girls Academy. Alors que les familles attendent toujours l'identification de certaines des victimes, 8 filles ont été arrêtées, soupçonnées d'être impliquées dans l'incendie dévastateur. Rappel des faits avec Clémence Valère. Des familles attendent dans l'angoisse l'identification de leurs filles. Elles ont été convoquées par la police afin d'identifier les corps de leurs enfants mortes dans l'incendie qui a ravagé un dortoir de la pension pour filles Utumishi plus tôt dans la semaine. Nous avons eu l'occasion de voir les corps. C'est vraiment horrible, car aucun d'eux n'est reconnaissable. Les autorités ont décidé de procéder à des autopsies et à des analyses ADN afin de pouvoir identifier les restes. Alors que les proches cherchent encore des réponses, l'enquête progresse. Vendredi, la police a arrêté 8 élèves soupçonnés d'être impliqués dans le drame. Toutefois, le mobile de l'incendie est toujours inconnu. Selon les autorités, les responsables de l'établissement feront également l'objet de mesures disciplinaires pour manquement aux règles de sécurité, après qu'une porte de sortie ait été retrouvée verrouillée, alors que les élèves tentaient d'évacuer le bâtiment. Nous laissons les autorités judiciaires mener à bien leur enquête. Une fois les enseignants interrogés, nous engagerons la procédure conformément à notre règlement, afin que toute personne reconnue coupable fasse l'objet de mesures disciplinaires. Pour l'heure, les familles attendent de pouvoir récupérer les corps pour leur donner des obsèques. Le drame aura fait 16 morts et 79 blessés. Allez, une note plus positive, on part au Tchad pour découvrir ou redécouvrir l'un de ses trésors, l'oasis de Bachikele est l'un des sites les plus originaux du Sahara, des montagnes rouges qui cachent des points d'eau très rares, relativement épargnés par les sécheresses à répétition dans la région. Un site qui sert aussi d'abri et de point de ravitaillement stratégique pour les nomades. Reportage Harold Girard. C'est en début de matinée que leur couleur est la plus vive. Le rouge des montagnes de l'oasis de Bachikele est connu à travers tout le Sahara tchadien. Une originalité naturelle qui n'intéresse que très peu ces éleveurs nomades. À chaque nouveau départ, on se lève pour aller travailler dans les pâturages pour nourrir les animaux, mais surtout ces dromadaires. Ce matin, on a déjà parcouru 7 km, c'est notre parcours habituel. Sur notre parcours ici, c'est le seul point d'eau avant longtemps. On s'aventure jusqu'ici parce que là où on a établi notre campement, il n'y a pas de puits. Dans toute cette zone, il n'y a pas de puits fonctionnel. S'il y en avait, même les personnes originaires de cette région auraient eu un accès plus facile à l'eau. Ici, il n'y a pas que nous qui nous arrêtons, il y a aussi beaucoup d'autres éleveurs. L'oasis de Bachikele est un point de ravitaillement indispensable pour les nomades qui vont souvent jusqu'à Amjaras, la capitale régionale située à plus de 110 km de là.
Seulement, leur passage par le site cause des désagréments aux habitants de la zone qui s'y approvisionnent également. Non, nous n'avons aucun souci avec les nomades eux-mêmes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans notre région. L'eau de Bashikele, tout le monde parle à prendre, les enfants comme les adultes. Imaginez-vous que dans cet endroit où l'on se ravitaille, les ânes et les autres animaux viennent aussi. Les animaux qui viennent en masse, ils contaminent l'eau avec leurs excréments. La couleur change. Elle devient plus trouble, presque noire. Tous sont des administrés du député du département d'Itou, qui lui cherche à limiter l'accès à l'oasis et appelle le gouvernement à plus d'investissements dans les infrastructures locales d'accès à l'eau. Si aujourd'hui il y avait des puits pastoraux et des stations pastorales, puits pastoraux et des stations pastorales à la sortie, et on n'a pas besoin d'amener ces animaux à l'intérieur pour s'abreuver, et cela permettra aussi de garder la propriété de la Guelta de Bashikele. Un chantier de taille qui concerne toute la province de l'Enedi-Est, l'une des plus touchées par la sécheresse au Tchad. Et voilà l'oasis de Bashikele pour refermer ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.